Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique pour cette nouvelle vidéo spéciale 20 000 abonnés. Comme promis, je réponds aux questions que vous m'avez posées via le formulaire que je vous avais soumis. On voit ça juste après le générique. Alors tout d'abord, merci à tous ceux qui suivent la chaîne de manière assidue ou même occasionnelle en fait, simplement parce que je n'ai jamais eu pour but d'avoir autant d'abonnés, ça me fait vraiment très plaisir, d'autant plus que je fais ça uniquement pour partager ce que je fais, ce que j'apprends moi-même, j'ai vraiment aucune autre prétention là derrière et donc le fait de savoir que vous êtes aussi nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos et aussi globalement à les apprécier, ça me touche vraiment beaucoup et donc ça veut dire aussi que ce que je fais sert à quelqu'un et ça c'est vraiment extraordinaire. Alors ça fait un petit peu moins de 3 ans maintenant que la chaîne existe et déjà 20 000 abonnés, c'est vraiment un nombre qui me paraît énorme, tout simplement parce que je ne cherche pas forcément à aller chercher ce nombre d'abonnés. Alors forcément, c'est toujours très satisfaisant de voir ces chiffres qui gonflent, mais je pourrais bien faire bien plus, sachant que je pourrais aller grappiller des abonnés à gauche à droite. Finalement, mon choix à moi, c'est de simplement laisser les gens venir s'abonner si mon contenu le plaît, ce que je trouve beaucoup plus naturel et ce qui fait peut-être aussi que la plupart des gens qui s'abonnent à la chaîne continuent à regarder mes vidéos. Donc pour ça, ça veut dire que j'ai tout intérêt à continuer sur ma lancée. Alors forcément au niveau du contenu des vidéos, il y a forcément une évolution qui se fait aussi, puisque je change un peu mes sujets, il y a d'autres choses qui se produisent. Notamment, j'ai fait des tests matos cette année, ou même l'année passée aussi. Je continuerai à en faire, peut-être un petit peu moins que ce que j'ai fait, notamment en 2019, parce que là c'était un petit peu trop, mais je continuerai à en faire aussi, parce que ça permet d'un petit peu varier les plaisirs. Bien sûr, il y a toujours la partie tutoriel type Photoshop, Lightroom, Capture One. Alors Lightroom, je n'y touche toujours un petit peu moins parce que j'utilise moins moi-même, mais ça n'empêche que je continuerai à en parler. Capture One et Photoshop, là c'est sûr et certain que je continuerai. Je continuerai aussi également forcément à faire des vidéos de type prise de vue et là j'ai pour projet de reprendre une série de vidéos que j'avais commencé sur la photo de studio en portrait, mais avec une petite variation. Alors ça va dépendre énormément de ce que je vais pouvoir éventuellement aller dégoter à gauche à droite, mais j'ai pour but d'essayer de faire une série de vidéos pour faire un photo studio à moindre prix et vraiment avec le minimum de matériel possible. Le truc c'est que moi depuis le temps, mon matériel a évolué et donc je n'ai plus forcément le matériel de base pour faire cette vidéo, donc j'essaye pour l'instant de négocier avec une ou deux marques pour voir si j'arrive à obtenir ce matériel de manière à pouvoir vous proposer ces vidéos sans pour autant devoir débourser pour du matériel que j'emploie pas forcément moi-même. D'ailleurs à ce sujet là, j'ai eu récemment, et bon je suppose que la taille de la chaîne y est pour quelque chose, quelques commentaires qui n'est pas toujours très sympathique. Alors c'est vraiment une stricte minorité, hein, mais où on sent bien que voilà une grosse chaîne, façon de parler bien sûr, qui propose du contenu, devrait toujours continuer à en produire autant, etc. etc. Pour ceux qui seraient éventuellement un petit peu déçus de la quantité de vidéos, quoique ça n'a pas tellement changé, voire dans une période ça a même augmenté, ou que le type de contenu ne vous plaît pas toujours autant, sachez quand même que cette chaîne, je la maintiens simplement sur mes propres fonds, donc ça veut dire que a priori, à part peut-être 2-3 trucs qui me permettent de payer mon abonnement Adobe et 2-3 autres trucs, tout le reste ce sont sur des fonds propres, je fais ça purement par passion, donc forcément je dois faire des compromis, et il y a certains moments où le type de contenu que je fais, c'est simplement parce que j'ai envie de le produire, pas parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Je fais du contenu parce que ça m'intéresse de le faire et donc j'essaie de vous le transmettre. Pour la plupart des gens, ça leur plaît beaucoup, mais il y a toujours forcément quelques irréductibles qui sont jamais contents. Il suffit de voir les dernières vidéos qui sortaient. Avant même que la durée de la vidéo soit terminée, il y avait déjà des pouces négatifs sur la vidéo. Je n'y prête pas plus attention que ça, mais bon voilà, je trouve ça toujours dommage. D'ailleurs, à ceux qui aiment mettre des pouces vers le bas, je voudrais quand même leur signaler une chose, c'est que vous contribuez au fait que ma vidéo soit vue. En fait, si vous voulez vraiment pénaliser une vidéo, ne la regardez pas, ne réagissez pas avec. Dès que vous mettez un pouce vers le haut, pouce vers le bas, un commentaire, peu importe, en fait, vous interagissez avec la vidéo et donc en fait, vous contribuez à son succès. Voilà, donc moralité, arrêtez de mettre des pouces vers le bas et ne regardez pas la vidéo. Sinon, bien sûr, pour la grande majorité, pour tous ceux qui regardent mon contenu et qui sont contents de le voir, je vous remercie et je vais essayer de continuer bien sûr comme ça avec toujours du contenu un peu différent, toujours avec donc le test matos, des tutoriels Lightroom, Photoshop, Capture One, de la prise de vue. J'espère pouvoir intégrer par-ci par-là aussi des interviews et sachez également qu'aussi maintenant depuis quelques semaines je commence tout doucement à faire des lives sur Twitch. Les informations que vous les trouvez dans la description de la vidéo. Alors pour ceux qui seraient éventuellement inquiets entre guillemets dans le sens de dire est-ce que du coup ça va pénaliser la chaîne YouTube, mais non pas du tout. L'idée
c'est que je ferai moins de live sur YouTube, même si j'en ai pas beaucoup fait, mais je trouve que YouTube n'est pas adapté pour ça, et donc je ferai à ce moment-là des lives complémentaires sur Twitch, mais mon axe principal ça reste YouTube. Si j'ai pas le temps de faire le 2, ce sera d'abord YouTube et Twitch en second plan, même si de temps en temps Twitch ça me permet simplement d'allumer la caméra et de causer comme ça. Voilà, comme ça vous savez pour l'actualité, et maintenant on va passer aux questions que vous m'avez posées. Alors, première question de Charles Smith, que penses-tu du Lumix S1R et pourrais-tu nous faire des vidéos What's in my bag? Alors le Lumix S1R c'est pour moi un bon boîtier, il est très bien, il fonctionne parfaitement bien, mais le truc c'est qu'il ne m'attire pas en soi, c'est-à-dire moi je ne l'achèterai pas. Pourquoi? Parce que déjà il est arrivé un petit peu plus tard que les leaders actuels du marché de ce côté-là, a priori, enfin en tout cas de mon point de vue, qui est Sony et dont je suis équipé. Donc on peut le mettre en comparaison avec un Nikon Z7, on peut le mettre en comparaison avec un Sony Alpha 7 R3 ou R4, plus R3 d'ailleurs que R4. Ce boîtier n'apporte pas grand chose de différent. La grosse différence du Lumix S1R, ça va être surtout son ergonomie, c'est-à-dire qu'on a vraiment un boîtier qui a la gueule d'un réflexe, qui a la taille d'un réflexe, qui a le poids d'un réflexe, avec la technologie mirrorless dedans, qui fonctionne bien, mais où certains points pour moi ne sont pas encore tout à fait au niveau. Je suppose que tout ça s'améliorera avec le temps, mais notamment moi ce que je reproche pour la plupart des marques à l'heure actuelle, à l'exception de Sony, c'est l'autofocus. C'est quelque chose qui pour moi est un critère majeur, surtout parce que j'aime bien employer mon Sony pour faire du portrait, et quand je peux passer plus de temps à dialoguer avec le modèle et moins à faire la mise au point, pour moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Le S1R fonctionne très bien, je l'ai employé pour du portrait, mais j'ai plus de déchets avec un S1R qu'avec un Sony Alpha 7 III tout bêtement. Donc voilà, donc c'est un bon boîtier, mais là je pense qu'avec ce niveau de prix, ce niveau de boîtier, on peut de toute façon pas dire qu'on a un mauvais boîtier, ceux qui disent ça sont juste des menteurs, mais par contre il va vraiment falloir voir le côté ergonomie, et donc la seule manière pour moi de choisir correctement dans ce cas là, c'est de le prendre en main et de le tester. Alors pourrais-tu nous faire des vidéos What's in my bag? Je pourrais, mais je ne le ferai pas, du moins, à moins qu'il y ait vraiment une raison pour, tout simplement parce que d'une part le contenu de mon sac change, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je fais, j'ai pas toujours la même chose avec moi, donc je devrais faire un cas particulier, et aussi parce que mon équipement le plus courant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans une de mes dernières vidéos où je vous parle de mes 5 meilleurs achats avec mon sac Peak Design. Dans mon sac Peak Design, j'ai mon matériel classique, c'est-à-dire le Sony Alpha 7 III, le 24-105, généralement j'ai encore le 28 mm dedans, et éventuellement le 55 mm aussi avec. Donc c'est tout. À part ça, j'ai pas grand chose dans mon sac, parce que quand je me balade, la seule chose que je fais, c'est principalement de la photo de rue, ou alors quelques photos abstraites aussi. Et sinon, c'est chez moi, c'est pour du studio, et dans ce cas-là, on parle pas de What's in my bag, puisque tout était déballé. Voilà. On passe à la question numéro 2. La question numéro 2 est d'Ahmed. Bonjour, est-ce qu'on peut installer des luttes sur le Lumix G9 avec la dernière mise à jour? Non, a priori non, ou alors j'ai totalement raté ça dans le mode d'emploi et dans la mise à jour, mais bon, c'est avec le G9 que je me filme là. J'adorerais pouvoir mettre un LUT directement dans le boîtier, comme c'est faisable notamment sur du GH5, etc. Parce que ça permettrait notamment d'avoir des possibilités de prévisualisation, de rendu, etc. directement. Mais à ma connaissance en tout cas, et j'ai cherché pour voir s'il y avait moyen de le faire, ce n'est pas possible malheureusement. Troisième question, question de Régis, vas-tu continuer à nous proposer des tutoriels sur la dernière version de Capture One? Alors bien sûr, ça oui, ça clairement, Capture One, vous allez encore en voir parler. Par contre, il y a, ce ne sera pas des séries de vidéos les unes derrière les autres pour une bonne et simple raison, c'est que Capture One ne touche moins de monde. Et si je veux notamment ne pas lasser les gens qui regardent la chaîne et ne parler que de Capture One, il faut que j'étale un petit peu de Capture One, un petit peu de Photoshop, un petit peu de prise de vue, un petit peu de blabla. J'essaie en fait d'alterner les sujets pour éviter que des personnes qui soient intéressées que sur un sujet en particulier n'aient rien à regarder pendant des semaines et des semaines et des semaines. Mais c'est sûr et certain que Capture One, je continuerai à en parler parce que c'est le logiciel que j'emploie au quotidien. On passe à la quatrième question, question de Olivier qui m'a posé plusieurs questions d'ailleurs. Quelles sont tes inspirations artistiques, photographes, livres, etc.
Alors ça, c'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Il y a une raison toute simple à ça, c'est que je ne retiens quasiment jamais les noms des artistes, que ce soit des photographes, des peintres, tout ce qu'on veut, dont je vois les œuvres. Je m'attache vraiment pas aux noms ni aux gens qui produisent quelque chose, à moins que ce soit des gens que je connaisse. Mais sinon, pour la plupart du temps, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que j'en retire, si je puis dire. Donc même si j'étais voir une expo, ou que j'ai lu un bouquin, que j'ai vu quelque chose sur internet, etc., c'est vraiment très 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 rare que j'arrive à mettre un nom dessus. Donc vraiment pouvoir citer mes inspirations artistiques de manière précise, je ne pourrais pas. Par contre, j'en ai discuté récemment avec Chris de la chaîne Améliorer ses photos, et en discutant avec lui, il y a encore des choses qui sont apparues un peu plus clairement dans ma tête, simplement parce que je pense qu'il a vu plus juste que moi dans ma manière de faire. Je suis quelqu'un qui a un background purement technique, donc forcément, c'est-à-dire que côté créatif, etc., je dois un petit peu pousser à la charrette pour que ça avance, mais ce background technique a un impact direct sur ce que je fais en photo et ce que j'aime en photo. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ce qui m'intéresse et ce qui attire mon regard, c'est vraiment ce qui pourrait quasiment être décomposé de manière entre guillemets mathématiques, c'est-à-dire que d'avoir des choses qui jouent sur des géométries, sur des forts contrastes, principalement de la photo abstraite ou de la photo d'architecture, c'est de ces choses-là. Tout ce qui est texture aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, typiquement, du coup, l'opposition à ça, c'est que tout ce qui est de la paysage, même de la photo de rue, j'aime bien, mais dans des contextes particuliers, c'est-à-dire ça doit être quelque chose qui, comment dire, a ce côté un petit peu abstrait. Par exemple, une scène de rue avec vraiment des forts contrastes, avec des découpes géométriques dues à des projections de lumière, ça j'adore. Maintenant, de la photo de rue juste pour avoir des gens qui sont en train de vivre dedans, c'est pas mon truc. C'est pas moi, ça c'est pas le genre de choses que je fais, même si j'en ai fait pour tester, c'est vraiment pas ça. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est le côté graphique, le côté assez géométrique et surtout des géométries généralement assez angulaires. Des lignes, des formes simples comme des triangles, des carrés, des découpes nettes, des découpes droites dans la photo avec une ombre portée ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais vraiment, pour citer des inspirations artistiques, j'en ai pas trop. Il y a un photographe dont j'adore le travail, que j'ai découvert assez récemment encore, c'est Martin Roth, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un photographe qui fait de la photographie abstraite d'architecture, je trouve ça juste somptueux. Si un jour j'arrivais à avoir ce genre de qualité-là et de travail-là, je pense que je serais heureux, même si j'ai pas envie de reproduire ce qu'il fait. En tout cas, c'est le genre de photographie qui me parle. Alors, on passe à la 5e question, toujours de Olivier VDA Photographie. Quand on parle photographie, on ne pense pas en premier à la Belgique. Peux-tu nous parler de lieux incontournables et de photographes belges émergents ? Moi je pense pas à la France notamment comme pays principal pour la photographie, je pense que ça c'est déjà une question de point de vue. Je suis belge, pour moi la Belgique a plus de sens pour la photographie que le reste. Maintenant si on parle de photos de paysages, c'est clair que les paysages en Belgique sont pas les mêmes que l'on peut avoir dans des pays tropicaux, etc. Je pense qu'on ne pense pas généralement au pays dans lequel on est ou les pays voisins, tout simplement parce que ça ressemble trop à ce qu'on voit d'habitude, et le côté un petit peu exotique des choses extérieures nous attire. Maintenant des lieux en Belgique, ça va dépendre énormément de ce qu'on a envie de photographier. Pour du paysage, il y a franchement moyen de faire. Alors forcément, on va pas trouver du paysage type montagneux en Belgique, ça c'est un fait certain, mais il y a de très belles vallées, comme il y a la vallée de la Lesse, il y a tout ce qui est au niveau de la Semois, donc ce sont deux rivières qui coulent en Belgique, qui sont vraiment super belles. Et après, il y a la vallée de la Meuse, il y a plein de régions comme ça, où il n'y a pas forcément des très très hauts reliefs, mais on va trouver quand même des beaux endroits à photographier, aussi bien côté nature que côté un peu plus urbain. D'ailleurs ça je pense que c'est quelque chose que moi j'adore aussi de ce côté-là. Bêtement, Bruxelles c'était une ville que j'adore photographier parce qu'il y a une multitude de quartiers différents, il y a des quartiers très récents, il y a des anciens quartiers, on trouve de l'architecture vraiment de plein d'époques différentes dedans, et aussi avec des vestiges d'anciennes architectures dedans. Côté ville intéressante à photographier, Bruxelles, c'est un peu un incontournable. Il y a aussi des villes un peu plus typiques, comme Bruges et Gand, avec leurs canaux. Après, il y a le littoral qui est pas mal aussi. Franchement, les paysages de la mer du Nord sont assez sympas, il y a moyen de faire de belles photos. Et d'ailleurs, il y a un photographe assez célèbre qui en a fait énormément de ce côté-là, qui fait partie de l'agence Magnum, ou faisait
j'hésite, Harry Gruillard, qui en fait a fait des séries de photos sur le littoral. Franchement, des choses qui sont super à regarder, et pourtant c'est des paysages tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça va vraiment dépendre des goûts. Maintenant, voilà. Après, si on veut du paysage, il y a les Ardennes aussi. Et les Ardennes sont vraiment pas mal. Il y a plein de choses très intéressantes à voir dans les Ardennes, des ruines romaines qu'on peut trouver. Il y a des choses que l'on peut aller explorer, par exemple des mines d'ardoise. Ça, franchement, ça vaut la peine pour quelqu'un qui aime ce genre d'endroits un peu spéciaux. Les mines d'ardoise, c'est vraiment pas mal du tout. Après, il y a des paysages un petit peu différents. Si on va dans la région du centre, Charleroi, etc., il y a encore les anciens terrils qui sont intéressants en photographie aussi. Il y a des points de vue intéressants. Il y a énormément d'urbex en Belgique aussi, surtout dans la région du centre, puisque là, il y avait toute l'industrie métallurgique qui était concentrée là. Forcément, on va avoir à ce moment-là plein de sites urbex qui vont être disponibles, tout simplement parce que ces régions-là ont totalement changé de fonctionnement. Donc voilà pour des idées en fait au niveau de la Belgique. Après ça, c'est tellement vaste sans donner un sujet particulier que ça devient un peu difficile d'y répondre. Alors pour les photographes émergents en Belgique, j'en connais très peu tout simplement parce que les noms ne me disent rien. J'ai sûrement vu leur travail, mais honnêtement, je cherche pas à suivre quelqu'un en particulier, je regarde ce qui passe et on verra bien. Il y en a quand même un que je suis de près parce que son travail me touche particulièrement, parce qu'il est de Bruxelles aussi, et d'ailleurs il a été exposé, il commence vraiment à être connu. Il s'appelle Mehdi El Tagdouini, il a 26-27 ans, quelque chose comme ça, et en fait c'est un photographe de rue qui fait de la photo à Bruxelles principalement, et donc en fait qui documente la ville telle qu'elle est. Il a déjà fait quelques séries de photos qui sont assez intéressantes à regarder. Je mettrai également aussi son compte Instagram dans la description de la vidéo de manière à ce que vous puissiez le retrouver. Alors, on passe à la question suivante, question numéro 6. Qu'est-ce qui t'a poussé de passer à la rédaction d'articles ultra complets pour un autre youtubeur à être devant la caméra et créer ta chaîne? Tu peux utiliser un joker, je peux comprendre. Alors pas besoin de joker pour cette question-là, c'est une question qui n'a rien de secret. Donc en fait il s'avère que avant d'avoir la chaîne, j'ai commencé par écrire des articles pour Sylvain de Mon Petit Réflexe. C'était 2016 dans ces eaux-là, je sais plus exactement, mais 2016-2017, je pense que c'était à cheval sur les deux, en 2016. En 2015-2016, soit, peu importe. En fait, j'avais envie de partager un petit peu mes connaissances. Je connaissais la chaîne de Sylvain forcément, qui commençait à bien prendre à ce moment-là, et je l'avais contacté en lui proposant un article sur la macrophotographie, parce qu'il avait aussi un site à côté, et j'avais vu que ce site n'était pas très très riche en termes de contenu, et donc j'avais proposé de rédiger un article et de le publier sur son site. Il est arrivé à en discuter avec moi et finalement il m'a proposé d'une part de l'aider à mettre en place le site mpr.photo et de rédiger des articles en complément des vidéos. Et donc pendant près d'un an, j'ai en fait pour chacune de ces vidéos écrit un article qui venait compléter la vidéo, soit par des compléments d'information, soit par exemple pour des news, c'était aller retrouver les liens, tous ces bazars là. Donc vraiment un travail complémentaire par rapport à ces vidéos. Et bien c'est arrivé un jour, on s'est rendu compte tout simplement que même si visiblement le contenu plaisait, que ça ne prenait pas, donc en fait ça stagnait un petit peu et que du coup la quantité de travail fourni n'était pas forcément n'était pas valorisé en tout cas, et que donc surtout le résultat obtenu n'était pas à la mesure du travail qui était fourni aussi bien par Sylvain que par moi de ce côté là. Et donc on a dit ok, on va en arrêter là, ça sert à rien de continuer à écrire si c'est pour que seulement 2-3 personnes aillent le voir de manière régulière, c'était pas intéressant. Et donc après j'ai continué à discuter et à garder de très bons rapports avec Sylvain, puisqu'on continue toujours d'ailleurs à discuter régulièrement via d'autres moyens maintenant. Mais bêtement, c'est un petit peu de sa faute en fait, si je puis dire, si je commençais ma vidéo. J'avais déjà pensé à faire ma chaîne YouTube, mais j'étais pas convaincu. Ça me paraissait un petit peu inabordable, surtout dans la manière de le faire. Et sa question c'était, c'est quand que tu t'y mets, c'est quand que tu t'y mets. Et puis un jour, j'ai dit bon ok, on va quand même y penser sérieusement. Et alors il m'a fallu encore quelques mois pour vraiment commencer un petit peu à débroussailler, faire des tests pour l'enregistrement, tout ces bazar-là. En fait je voulais vraiment que la technique soit au point, et puis le jour où, au point minimal, parce qu'on voit mes premières vidéos, ça fait peur quand même. Je pense que j'ai fait quand même un petit peu de progrès depuis, mais en fait c'est simplement parce que j'avais
toujours envie de partager ce que je faisais, et de l'écrit je le faisais déjà pour d'autres choses avant, mais c'était voilà un nouveau moyen de le faire et ça me tentait bien, d'autant plus que ça me permettait d'encore apprendre plein de nouvelles choses aussi, et puis pourquoi pas de développer ma propre communauté, ce qui est arrivé au final. Et donc finalement en juillet 2017, là voilà, j'ai lancé la chaîne, j'ai publié à la volée une dizaine de vidéos en 2-3 semaines de temps, et voilà, la chaîne est devenue ce qu'elle est. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est la suite logique des choses. C'est juste que ça me pendait un peu au nez, dans le sens où j'avais envie de le faire. Faut savoir quand même que faire une vidéo ou écrire un article, il n'y a pas forcément un qui est plus facile à faire que l'autre. Surtout en termes de temps nécessaire pour le faire. Une vidéo, bon celle-ci, quoique celle-ci demandera du travail au niveau du montage aussi, mais une vidéo, comme je fais classiquement, c'est entre 5 et 10 heures de travail au total. Écrire un article, si c'est un article où on décrit du matériel photo, ça va assez vite, mais quand on a vraiment du vrai contenu à faire, où on veut vraiment expliquer quelque chose, c'est très compliqué parce qu'il faut lire, refaire ses formulations de phrases, il faut illustrer tout le bazar. En fait, on est à peu près dans les mêmes temps pour le faire, et donc finalement, quitte à le faire d'une manière, autant le faire en vidéo, parce qu'au final, il y a bien plus de gens qui le regardent à l'heure actuelle. Question numéro 7, question de Gilbert. Bonjour, quel est votre système de sauvegarde, ou plus exactement, où est-il? Catalogue, fichier brut, etc. En fait, c'est très simple, mes catalogues, tout ce qui est photos, etc., sur lesquels je travaille, donc en fait, en gros, toutes mes photos sont stockées localement sur mon PC. Je reviens sur un détail après quand même. Donc ça veut dire que j'ai un SSD sur lequel j'ai catalogue, j'ai mes photos, etc. qui sont dessus. Ça, c'est ce sur quoi je travaille. Et pour éviter tous les accidents, en fait, j'ai simplement un backup de mes données sur un NAS à côté, qui est donc là avec du simple disque dur, où en fait j'ai simplement des sauvegardes régulières qui sont faites de manière à pas perdre mes données. Je me casse pas la tête plus que ça, parce que je ne travaille pas de manière professionnelle, et donc j'ai pas besoin d'avoir 50 réplicas non plus, mais en tout cas, mes données sont stockées localement sur mon SSD de mon PC. Si éventuellement ça commence à déborder, parfois j'archive un petit peu et à ce moment-là je fais des backups en plus sur le NAS, et en plus de mon disque de travail, j'ai à ce moment-là mon NAS qui a à ce moment-là des backups réguliers de mes données. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon pour les photos qui sont terminées, tout ce que j'ai entre guillemets sous forme de JPEG, ça je les fous dans ma Dropbox, et j'emploie Dropbox d'une part pour avoir une copie de sauvegarde, et en même temps pouvoir y accéder aussi bien de mon smartphone, de ma tablette, que de n'importe quel PC quelque part. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai pas de méthode beaucoup plus compliquée parce que je n'en ai pas besoin. Alors, question numéro 8, question de Petrus, une longue question, enfin 2 questions en fait. Bonsoir, d'abord merci à vous. Concernant l'hyperfocale n'ayant pas d'échelle de mesure sur un 150-600 Tamron monté sur un boîtier OS 7D APS-C ancien Canon, je fais la mise au point sur la distance donnée par l'application à vue de nez. Ayant essayé hier en montagne, je me suis retrouvé à f8 à 150 mm de longueur focale et 150 m d'hyperfocale, avec le sujet net devant et derrière flou. À cette distance, c'est peut-être qu'il est impossible d'estimer le point de focus. Vaut-il mieux partir sur une deuxième technique? Alors pour cette question, j'ai fait une vidéo qui parle de l'hyperfocale et j'explique les 2 techniques qu'il y a moyen de faire dedans. Maintenant, à 150 mm, l'hyperfocale... c'est pas la magie non plus, c'est-à-dire que l'hyperfocale, ça reste maximiser la zone de netteté. Il n'y a nulle part dit que tout sera net. À 150 mm, à f8, la profondeur de champ, elle est quand même pas énorme. Il faut vraiment faire la mise au point très 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 loin pour que ce soit vraiment une grande distance. Donc je pense que une des meilleures techniques ce serait de fermer un peu, parce que finalement f8 sur un APS-C, on peut bien fermer à f11, f13, je dirais peut-être pas jusqu'à f16 parce que là ça va commencer à faire un peu de diffraction en général, mais il y a encore moyen de fermer un peu le diaph, ça c'est sûr. Et pour avoir la distance mise au point, enfin si on arrive à une distance calculée de 150 mètres, autant faire la mise au point sur l'infini. Il y aura quasiment plus aucune différence. Il ne faut pas oublier non plus que si on fait on est en hyperfocale avec une mise au point à 150 mètres, ça veut dire que la zone de netteté commence à 75 mètres. Et donc ça veut dire que les 75 premiers mètres à ce moment-là sont de toute façon flous. Et en plus de ça, quand on dit de zone de netteté, ça veut dire que ça commence à être net au début de la zone et c'est vraiment net au point de focale, enfin au point de mise au point.
mais on a une gradation dans la netteté, donc le premier plan ne sera jamais aussi net que l'endroit où on fait exactement la mise au point. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher la netteté parfaite dans ce cas-là. C'est typiquement des cas dans lesquels l'hyperfocal n'est pas vraiment utilisable, tout simplement parce qu'à 150 mm, même à longue distance, la distance de mise au point reste relativement faible. Alors deuxième partie de la question, je n'arrive pas à sortir de belles photos HDR d'appartement, j'utilise la technique de bracketing, 3 photos maximum avec 2 V d'écart, les photos manquent de clarté, de piqué, de brillant quand je les compare à des photos pro, donc en gros, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement, en tout cas comment faire pour que les photos soient meilleures? En fait, la première chose, c'est que je ne ferai pas des écarts de 2 EV, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, et quand on les fusionne, ça a tendance à déjà aplatir la photo. Moi, j'aurais tendance à plutôt que de faire 2 EV d'écart entre les clichés, c'est de faire 5 clichés avec un écart de 1 EV. Comme ça, on aura déjà une meilleure gradation. Ensuite, c'est normal que la photo fusionnée soit plate. C'est le but de ça, c'est d'aller élargir la plage dynamique et donc réduire le contraste en fait. Donc c'est normal que la photo fusionnée soit beaucoup plus plate. C'est ce qui permet d'ailleurs par la suite avec le traitement d'aller rechercher. Donc ça veut dire qu'une fois que la fusion HDR est faite, il faut aller travailler dessus avec des courbes de tonalité ou avec peu importe l'outil, mais il va falloir remettre du contraste là où il y en a, remettre le point noir où il faut, remettre le point blanc où il faut, aller pousser les contrastes, aller rechercher des couleurs, aller aussi un petit peu booster la saturation, la clarté, enfin ces choses-là. Forcément, une photo HDR, en termes de fusion HDR, est une photo qui est plate et c'est le but. Donc la sortir telle quelle, c'est normal. Maintenant, parfois, des photographes professionnels n'emploient pas forcément la photo HDR pour capturer l'intérieur. Certains utilisent simplement une technique beaucoup plus logique en fait, mais un peu plus compliqué à mettre en place, c'est de compenser le problème de luminosité à l'intérieur. Le problème de la photo immobilière, c'est que généralement, ce que l'on voit par les fenêtres est bien plus brillant que ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui fait qu'on a soit l'intérieur noir, soit les fenêtres cramées. Il suffit de compenser, il suffit d'apporter un éclairage complémentaire à l'intérieur. S'il n'y a pas besoin de lumière d'ambiance, etc., on peut très bien utiliser un flash qui va illuminer toute la pièce avec, par exemple, un globe positionné à un endroit logique, donc peut-être à un niveau où il y a un luminaire ou quelque chose comme ça, ou alors exposer différentes zones, même manuellement avec le flash tenu en main, d'aller faire plusieurs clichés en éclairant différentes zones et de refusionner après. Mais en tout cas, avec de la photo HDR, moi j'éviterais de faire des incréments de 2V parce que la fusion va être plus compliquée à faire. Et en plus de ça, forcément une photo HDR doit être traitée derrière. Il faut aller rechercher du contraste là où on en a enlevé en fait et de le donner comme on veut. C'est-à-dire de remettre en fait, de rebooster un petit peu le tout. Et là, généralement, pour le traitement, les courbes de tonalité, l'incursion de contraste sont forcément les bienvenues. On passe à la question numéro 9, question de Sylvain. Pourquoi lorsque je transfère des fichiers photos dans PS pour un focus stacking, les couleurs sont modifiées? Y aurait-il un réglage à faire dans PS pour que ma photo garde les mêmes couleurs? A priori, ça doit être, donc, enfin même que l'on vienne de n'importe quel logiciel, le problème c'est le profil colorimétrique. C'est-à-dire que comment dire, il faut que le logiciel de développement et Photoshop aient le même profil colorimétrique. Si Lightroom exporte en ProPhoto ou en Adobe, enfin je vais tout prendre le cas inverse, si Lightroom exporte en Adobe RVB, ce qui est souvent le cas je pense dans les paramètres par défaut, et que Photoshop l'ouvre en ProPhoto, ce qui va se passer c'est que comme les plages de couleurs sont différentes, il va essayer simplement de placer ça sur une autre échelle et du coup le rendu va être différent. Donc pour ça en fait il faut aller dans les paramètres du logiciel de traitement, donc Lightroom ou Capture One, peu importe, voir quel est le profil utilisé. Donc moi je conseille dans ce cas là, surtout pour des traitements de genre là, de prendre le profil ProPhoto RVB qui est l'espace colorimétrique le plus large au niveau des fichiers que l'on a à notre disposition. Et dans Photoshop je pense que c'est dans le menu image ou quelque chose comme ça. Il y a un des menus dans lesquels on peut définir l'espace colorimétrique par défaut et à ce moment-là de le mettre sur ProPhoto aussi. Sinon, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'à l'ouverture, Photoshop va demander quoi faire. Et dans le cas où il demande quoi faire, le mieux c'est de dire de garder le profil qui est incorporé à la photo. Comme ça, il n'essaye pas de le traduire dans autre chose et de faire des conneries derrière. Voilà donc pour cette question-là. On passe à la question numéro 10. Question de Vincent, feras-tu des « je retouche vos photos » ?
Alors j'y ai jamais pensé, maintenant si des gens sont intéressés par ça, moi ça me dérange pas, honnêtement c'est pas le genre de vidéo qui serait le plus compliqué à faire, mais ça ce serait plutôt le genre de choses que je ferais sur Twitch, parce que je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant de le faire en live que d'enregistrer une retouche et que vous la regardiez après. Parce que le fait de le faire en live vous permet d'interagir directement avec moi pendant que je fais la retouche. Et de toute façon, ce que je fais en live sur Twitch est disponible en rediff pendant 15 jours derrière, donc pour ceux qui ne savent pas le voir directement, ils peuvent toujours le voir après. Donc pourquoi pas. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser de faire ça. Si beaucoup de personnes sont intéressées, pourquoi pas. Alors, question de LR Prod. Bonjour, merci pour vos vidéos. Ma question, que pensez-vous de l'utilisation du système micro 4 tiers dans un contexte professionnel? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, en termes de pour un vidéaste, le GH4, le GH4R, le GH5, le GH5S sont des références en termes de vidéo avec un appareil. Donc, ça s'emploie énormément en termes professionnels. Alors, en termes de photos, c'est peut-être moins courant. Parce qu'il y a moins de boîtiers qui sont vraiment orientés pour ça. Je veux dire, orientés pour ça, quand on parle de professionnel, c'est fiabilité, c'est endurance, c'est double slot de carte pour avoir, etc. En tout cas, des besoins spécifiques. Tous les boîtiers ne l'ont pas, mais il y a toute une série de boîtiers qui l'ont. Le G9 que j'ai, qui est en train de me filmer là, c'est un boîtier qui a toutes les qualités d'un boîtier professionnel. Et moi, je ne verrais aucun problème à ce que quelqu'un me dise, tiens, j'ai un G9 et je fais la photo pro avec. Voilà, on peut faire de la photo pro avec n'importe quoi. Après, tout dépend de ce qu'on a besoin, bien sûr. La raison pour laquelle je pourrais ne pas conseiller du micro 4 tiers, ça pourrait être éventuellement pour quelqu'un qui ferait vraiment du portrait à haut niveau, mais pour du maquillage, pour de la mode, etc. Parce que là, même un plein format montre ses limites aussi. Quand on fait des photos pour un magazine, par exemple, là, il faut quand même du matos sérieux. Pourquoi? Parce qu'il va falloir des rendus de couleurs qui sont nickel, avec des transitions qui sont nickel, etc. Et généralement, les plus petits capteurs souffrent un petit peu de ce côté-là. C'est pas trop un problème de luminosité, en fait. C'est vraiment un problème de rendu des nuances, mais qui n'est perceptible qu'à vraiment pour un œil averti aussi, et donc pour de la photo de reportage, pour de la photo de mariage, pour de la photo animalière surtout, la photo sportive. Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on voit pas plus de boîtiers micro 4 tiers pour de la photo sportive. Alors oui, en effet, on peut pas avoir un 800 mm f2.8 de 14 kg et à 25 000 euros l'objectif qui fait des beaux flous d'arrière-plan même quand on est à 500 mètres du sujet. Ouais, maintenant pour du photoreportage, flou d'arrière-plan, voilà quoi. Et du coup, ce sont des boîtiers qui s'y comportent très bien. Par exemple, le G9, si on lui met dessus un 100-400 le Lumix Leica 100-400 dessus, ça fait un équivalent 200-800 mm. G9 plus objectif, on est à moins de 2500 euros. Voilà. Essayer de trouver ça avec du plein format ou de la PSC, quoi. Donc oui, pourquoi pas. Vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Je pense que le truc, c'est que il faut juste voir si ce qui est disponible. Le gros avantage du micro 4 tiers aussi, c'est que c'est pas une monture qui est propriétaire. Et donc, notamment, micro 4 tiers, on a accès à toute la gamme Lumix. Il y a la gamme Olympus qui est disponible aussi. Il y a plein d'autres marques qui font des objectifs pour le micro 4 tiers. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, bien sûr, moi, ça me poserait aucun problème. Je trouve que c'est même plutôt une bonne idée. Alors, question de Yannick Carpentier. Bonjour Steve, la photo n'étant pas ton activité principale, que suggères-tu pour faire cohabiter au mieux ce loisir avec une activité professionnelle et une vie de famille sans lasser ton entourage? La photo peut vite prendre beaucoup de temps, sans même parler du syndrome d'acquisition de matériel. Ah, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est extrêmement compréhensive et qui m'aide énormément dans ce que je fais, qui du coup m'évite déjà un gros problème, c'est d'avoir un problème familial. C'est-à-dire que, bon, forcément je ne vais pas déconner non plus, mais en tout cas elle est hyper compréhensive et elle m'aide d'ailleurs beaucoup pour beaucoup de choses. À l'heure où j'enregistre maintenant, voilà, elle est partie se balader un petit peu avec mon fils, histoire que je puisse enregistrer la vidéo calmement. Voilà le genre d'exemple où elle m'aide beaucoup. Donc je pense que soit on a dans sa famille proche des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et auquel cas ça pose pas de problème, ou alors je pense qu'une des solutions c'est de les impliquer, c'est-à-dire de
d'essayer de trouver un compromis. Voilà, j'ai envie de faire une balade photo, bah de trouver quelque chose à faire pour les autres avec en même temps. Bon, généralement, on fait des photos à côté de gens qui n'ont pas envie de faire des photos, c'est pas toujours évident, mais il y a moyen de trouver des solutions. Après, avec le professionnel, moi je fais avec le temps qui me reste en fait, hein, c'est toujours la même chose, mais ce que je fais maintenant depuis 4-5 ans maintenant, j'ai tous les jours mon appareil avec moi. Quoi qu'il arrive, quand je vais au boulot, j'ai mon appareil avec moi. J'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit pour aller au boulot, mon matériel est au boulot, mais quand j'arrive au boulot, j'ai mon sac avec mon appareil photo dedans. Et donc voilà, donc ça c'est un moyen de faire, histoire de pouvoir faire les photos quand on a envie de les faire et quand on a la possibilité de les faire bien sûr. Et le syndrome d'acquisition de matériel, regarder son budget, voilà. Après, on a tendance toujours à mettre le doigt sur les gens qui achètent du matériel, etc. Petite parenthèse, si vous avez envie de vous payer du matos, parce que ça vous fait plaisir de vous payer du matos, achetez-vous du matos, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Le premier qui vous dit que c'est mal, un peu hypocrite quand même, de ce côté-là. C'est pas pour ça que vous ferez de meilleures photos, ça tout le monde est d'accord, mais si vous avez envie de vous faire plaisir en achetant du matos, ceux qui n'aiment pas ça, c'est juste de la jalousie, je vois pas ce que c'est d'autre. Hein. Moi, il y a du matos que j'ai acheté, j'en ai pas forcément besoin, je pourrais m'en passer, mais voilà, j'ai un salaire, je bosse, j'ai envie de me faire plaisir aussi de temps en temps, parce que sinon, juste gagner de l'argent pour ne jamais en profiter, ça m'intéresse pas non plus. Je suis pas du genre à épargner comme un écureuil. Du coup, de temps en temps, je me fais plaisir, je me fais un cadeau, j'achète du matériel, parce que voilà, je l'utilise, ça fait plaisir de l'utiliser, tout simplement. Voilà. Alors, question numéro 13, question de Jocelyne Julien. Bonjour Steve, j'ai un Nikon 5200, j'ai pour projet de m'offrir un X-T3. Je voudrais savoir s'il existe une bague Nikon Fuji pour que je puisse conserver mes objectifs. J'ai un 35 mm Sigma que j'adore. Oui, Jocelyne. Alors, passer d'un D5200 en X-T3, ouais, ça va quand même faire une différence. Mais il est possible de conserver les objectifs. Je sais... Metabones, la marque Metabones fait une bague de conversion qui normalement devrait être très qualitative. En fait, il faut chercher un adaptateur de monture Nikon F vers Fuji X, si je me trompe pas. Nikon F. Corrigez-moi si je dis une bêtise, Nikon je connais pas très bien les noms des montures en tout cas. Il me semble que c'est de Nikon F vers Fuji X. Alors, question numéro 14, question d'Abir Marie. Bonsoir, votre abonné d'Algérie. Ma question, c'est comment je peux développer ma chaîne YouTube côté qualité d'image et montage. Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel et application? Merci, vous êtes le meilleur prof sur YouTube que je n'ai jamais vu. Merci beaucoup à toi. Pour améliorer sa chaîne, la première chose c'est d'avoir du bon son. Donc ici moi j'ai un micro, il y a tous les liens dans la description de la vidéo sur le matériel que j'utilise, qui est un micro avec connexion XLR qui passe sur une table de mix, de manière à l'enregistrer en fait sur mon PC. Je pourrais le faire avec un micro USB, mais bon ce matériel-là ne coûte pas particulièrement cher, donne un rendu qui est quand même supérieur. Ensuite, c'est l'éclairage, avoir un bon éclairage, c'est vraiment ce qui est important, il faut trouver ce qui convient le mieux. Apprendre à exposer correctement sa vidéo aussi, c'est pas forcément évident, surtout quand on a peu de place comme moi ici. Moi j'ai peu de place pour avoir une source lumineuse, donc j'ai une scène qui est assez contrastée, donc j'ai besoin d'une autre lumière pour un peu éclairer l'environnement. Donc ça c'est vraiment les deux premières choses que je conseillerais, c'est de travailler le son et l'image. Enfin le son et l'éclairage plutôt. Après pour le montage je suis vraiment pas un expert non plus, hein. Moi je fais des tutos ici comme ça voilà en face cam et en capture d'écran, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, hein. Je suis pas un vidéaste artistique, je fais pas je commence pas à faire du montage vraiment de vidéo type film en tout cas. Ce que j'emploie comme logiciel, j'emploie Adobe Premiere Pro pour faire le montage parce que j'emploie la suite Adobe. Si j'avais la possibilité, je le ferais peut-être avec DaVinci Resolve, mais le truc c'est que les fichiers que je sors du G9, ce sont des fichiers qui sont codés en 10 bits et il faut la version payante de DaVinci Resolve pour le faire, et comme j'ai pas envie de payer à la fois la suite Adobe et 50 autres logiciels en plus, voilà, je me contente de Premiere. Et sinon pour l'enregistrement en fait des captures d'écran etc, j'emploie OBS Studio tout simplement pour le faire. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Pour le matériel que j'utilise, va voir dans la description de la vidéo, c'est indiqué dedans. Alors, question numéro 15, question de Jérôme. Plutôt Fuji, Sony ou Lumix? Le X100V semble t'avoir fait forte impression. Hâte d'avoir ton avis sur le duel XT4 A7 III.
Plutôt Sony, clairement. En photo, plutôt Sony. Pour mes besoins vidéo et pour certains types de photos, Lumix. Fuji, j'accroche pas. C'est du bon matériel, hein, attention, je parle pas d'un point de vue qualité, hein, mais j'accroche beaucoup moins sur le Fuji. euh, Parce que je vois pas pourquoi moi je l'utiliserais. Le Sony, je sais pourquoi je l'adore. Là, il répond pile poil à mes besoins en termes de photos. Mon Lumix G9 qui est en train de me filmer là, je sais aussi pourquoi je l'ai acheté. C'est parce que d'une part, côté vidéo, il a tout ce qu'il faut pour mes besoins. Et en plus de ça, je vais sûrement par la suite l'équiper de ce qu'il faut pour faire de la photographie animalière dessus. Et je sais qu'il y a un excellent objectif qui est un 100-400 mm, qui fait l'équivalent 200-800 mm dessus, que je ne trouverai nulle part ailleurs dans un budget qui me convient. Donc voilà. Après, le X100V m'a fait bonne impression, tout à fait, mais c'est pas un boîtier qui fait partie de mes besoins. J'ai les appareils compacts, même si je trouve qu'ils sont vraiment bien quand on veut avoir un petit appareil dans la poche, ça manque de réactivité. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a aucun appareil, et même dans les plus performants, quand on va chercher un RX100 de chez Sony, etc., c'est des appareils où vraiment on retrouve des performances proches de ce qu'on a au niveau des mirrorless, mais ça reste lent. Ça reste des appareils qui sont lents à la réaction. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose qui me frustre énormément, c'est d'avoir un appareil qui ne réagit pas quand je le veux. Et ça fait partie des gros critères que je mets dans la balance à l'heure actuelle. Ceci dit, après ça, c'est mon avis à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'avenir ça changera. Mais en tout cas pour l'instant c'est Sony pour la photo, c'est Lumix pour photo et vidéo, et Fuji, ouais c'est chouette, mais ça fait pas. C'est pas ce que moi j'utiliserais pour mes propres besoins en tout cas. Après, ça n'en reste pas de l'excellent matériel, hein, clairement, mais ça correspond pas à mes besoins à moi. Alors, hâte d'avoir ton avis sur le Duel XT4 et A7 III. Mon verdict c'est A7 III, voilà. Il y a une raison toute simple, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a aucun appareil qui arrive au niveau des Sony pour l'autofocus, et pour moi, ça reste un critère essentiel. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher un boîtier type haut de gamme si on a, enfin du moins quand on en a besoin, hein, je parle bien de ça. Moi, l'autofocus, c'est quelque chose que j'emploie énormément, surtout en photo bien sûr. Et du coup, si j'ai un F où je peux pas faire confiance, et il n'y a aucune marque qui arrive pour l'instant au niveau de Sony de ce côté-là, ça va peut-être changer à l'avenir, hein, je dis pas le contraire, mais pour l'instant, il n'y a aucun appareil qui arrive à la botte de Sony de ce côté-là. Et le Sony Alpha 7 III, celui qui m'équipe en permanence, en fait c'est le premier boîtier de Sony où vraiment qui a placé la barre très haut, tellement haut que des boîtiers qui en photo le concurrencent vraiment, à mon sens, il n'y en a pas encore. Je sais bien que certains vont dire oui, ZTE, ZZ, nani, nana, ouais, comparé. Alors c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités qui sont bien hein, sur ces boîtiers, je dis pas que c'est des mauvais boîtiers, mais c'est des boîtiers qui ont 2 ans de moins, quoi. Ils sont à la traîne. Alors ça va changer, c'est clair que ça va changer. Et encore, quand je dis Sony Alpha 7 III, faut pas oublier que Sony Alpha 7 III, il a déjà un Sony Alpha 7 R4 qui est derrière, hein, qui met lui-même une claque au Sony Alpha 7 III. Donc voilà, pour moi clairement, déjà je n'ai pas envie de faire de ce type de comparaison parce que je trouve qu'elles n'ont aucun sens, parce que ça ne parlerait qu'à moi, c'est mes choix à moi, et voilà, mais de toute façon, de mon point de vue, il n'y a aucune chance que le XT4 batte la 7 III, aucune. Pour mes besoins, je précise bien, c'est pour mes besoins. Après, pour quelqu'un qui ferait de la vidéo, par exemple, oui, clairement, le XT4 est meilleur, clairement. Mais en photo, voilà. Le problème aussi, c'est qu'avec Fuji, on touche à une fanbase. Et ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Alors, on passe à la question numéro 16. Question de Philippe Ménard. Comment assembler les photos prises en focus stacking avec un G9 Panasonic? Est-il possible de le faire directement avec le G9 ou dois-je passer par un logiciel type DxO ou autre? Alors, le G9 permet de faire un bracketing de mise au point. Donc, en gros, le focus stacking. Soit on le fait tel quel, et auquel cas on a des fichiers RAW qu'il faut assembler derrière avec un logiciel. Alors avec un logiciel mais pas type DxO, dans ce cas-là il faut passer par un logiciel type Photoshop ou spécialisé dans
la recomposition de focus stacking comme Helicon Focus, etc. Ou alors l'autre solution, c'est d'employer la fonction intégrée du focus stacking du boîtier, parce que le G9 permet de le faire. Il permet d'aller directement empiler le focus stacking, on dit où on commence, où on termine, et il fusionne le tout. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, on sort avec un JPEG, on ne sort pas avec un fichier RAW à la fin. Donc voilà, moi ma préférence c'est de traiter le focus stacking avec un logiciel externe, Photoshop quand c'est un focus stacking pas trop compliqué, quand on commence à avoir des détails superposés tout le bazar, généralement là Photoshop il n'est pas fait pour ça, donc il le fait moins bien, mais il existe des logiciels comme Helicon Focus qui le font très bien par contre. Alors question numéro 17, question de Eric. J'aimerais connaître tes trucs et astuces pour régler au mieux des objectifs anciens sur l'appareil photo. Mon but est de laisser les ISO en mode auto et me concentrer uniquement sur l'ouverture de mon appareil. Je dois définir la valeur ISO max, la vitesse maxi. Et la vitesse maxi propose les réglages suivants: 1 sur 4F, 1 sur 3F, etc. Peux-tu m'expliquer comment raisonner les paramètres de vitesse maxi? À quoi correspond le nombre 1 sur 4F? J'utilise un APC non stabilisé avec des optiques vintage 50, 180, 250 mm. Alors, cette histoire de vitesse maxi, c'est simplement un moyen de calculer la durée d'exposition minimale par rapport à la focale. Donc par exemple, si tu prends le 1 sur 4F, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une focale de 50 mm, ton temps d'exposition sera de 1 sur 4 fois 50 mm, donc 1 2 centième de seconde maximum. Si tu as par exemple 1 sur 2F, ce sera 1 sur 2 fois la focale, donc 1 sur centième. Ça va dépendre énormément d'une part de ta focale, de ce que tu veux photographier. J'ai cette fonctionnalité là sur le Sony Alpha C3 aussi, il n'en parle pas de 1 sur 2, etc. Il y a fast, super fast, etc. En gros, de base, si tu as une focale 1 sur la focale, normalement ça marche assez bien parce que c'est un rapport classique pour pas avoir de flou de bouger, etc. Si maintenant tu sens que tu manques un peu de stabilité au niveau de ton appareil et que tu veux avoir un coup sûr, passe sur 1 sur 2F, comme ça tu as toujours le double de la focale, ce qui t'assurera que tes photos seront nettes quoi qu'il arrive. Et après il faut aussi regarder par rapport à ton sujet. Si ton but est de figer un oiseau en vol, il n'y a rien à faire, il va falloir un petit peu chipoter manuellement au niveau de ta focale, de ton temps de pause. Mais donc en gros c'est juste un moyen de donner un rapport entre la focale et le temps d'exposition. Donc tu prends ta focale et tu l'appliques dans la formule, tu remplaces le F par la formule et tu as le résultat. Donc par exemple, si je prends l'exemple que tu tenais 1 sur 4F, que tu as une focale de 250 mm, ça veut dire qu'il n'ira jamais en dessous de 1 millième de seconde. 1 sur 4 fois la focale, donc 1 sur 4 fois 250 mm. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question de Jérôme: as-tu un avis sur DxO, sachant que je te sais conquis par Capture One? Alors DxO, je l'ai testé parce que j'avais acheté notamment la Nick Collection, et il y avait eu un bundle avec DxO Photolab qui était en fait offert avec. Alors ça fonctionne bien, mais je ne quitterai jamais Capture One pour DxO. La raison majeure, c'est un problème de performance. Jusqu'à présent, il n'y a aucun logiciel de ceux que j'ai testés qui arrive à la botte de Capture One en termes de performance. Alors quand je dis performance, je parle du fait que quand on commence à avoir beaucoup de photos et qu'on commence à faire des traitements assez complexes dessus, que la machine soit exploitée correctement dessus. C'est pas forcément qu'il aille plus vite, c'est question qu'il exploite mieux les ressources de la machine. Et Capture One à l'heure actuelle est le seul logiciel qui profite bien de la carte graphique. Je donnais une petite anecdote à ce côté-là. Capture One, Lightroom, ils viennent de sortir une mise à jour il y a 2 jours par rapport à cette vidéo, un truc comme ça, et dedans augmentation des performances. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour augmenter les performances? Ils ont désactivé l'actualisation en temps réel des previews dans les vignettes. Voilà, c'est ça qu'ils appellent une augmentation de performance. Ouais. Bon, ok. Mais en tout cas, Lightroom n'utilise pas la carte graphique pour faire les traitements, pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là pour avoir une bonne machine? Il faut avoir un truc avec un processeur qui coûte une blinde, alors qu'avec Capture One, avec une machine beaucoup plus modeste, ça fonctionne tout aussi bien. C'est principalement la raison pour laquelle des logiciels comme DxO, etc., moi je les emploierai pas, c'est parce qu'ils sont...
Déjà, ils ont des ergonomies qui sont parfois un peu typiques, ils essayent tous d'être plus originaux les uns que les autres, et même si DxO est une excellente boîte, ils sont très techniques, etc., le développement de ces logiciels-là n'est vraiment pas top. Après, il y a des produits de DxO que j'adore, hein, notamment la Nik Collection qu'ils ont repris et qui sont en train de vraiment développer, elle est vraiment bien, mais voilà. DxO Photolab en lui-même, pourquoi pas, mais moi je l'utiliserai pas par rapport à Capture One, ça c'est sûr et certain. Je mets Capture One de loin au-dessus de tous les autres logiciels de développement de photos. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, hein. Capture One n'est pas parfait non plus. J'aimerais bien pouvoir faire par exemple une fusion de panorama ou une fusion HDR dans Capture One. C'est pas possible, les fonctionnalités sont pas là. Voilà. Mais sinon, pour le reste, pour ce que j'emploie en photo, j'ai tout ce qu'il faut dans Capture One et tout ce qu'il le fait, il le fait nettement mieux que les autres. Donc oui, à l'utiliser, j'ai aucun problème. En fait, il n'y a pas de mauvais logiciel de ce côté-là, hein. Quand vous prenez, que ce soit Rotherapy, Darktable, Lightroom, etc., chacun de ces logiciels-là travaille vraiment bien. Après, il va correspondre à une autre utilisation. Lightroom n'a jamais été conçu pour une utilisation pour la même utilisation que Capture One. Par exemple, Capture One est développé pour des besoins à la base d'ultra gros professionnels qui travaillent en studio avec du matériel Phase One. Et puis voilà, ils ont étendu le logiciel. Et donc c'est vrai qu'il est un petit peu plus difficile à prendre en main parce qu'il y a cet aspect très technique de Capture One à la base. Mais en même temps, il est fait pour du travail de pro, quoi. Là où Lightroom, c'est quand même un logiciel où l'ergonomie est un petit peu plus recherchée, hein, il est plus simple à prendre en main. Mais voilà, il y a des trucs quand même qui pourraient être sérieusement améliorés dedans aussi, quoi. Et surtout qu'en plus de ça, il n'évolue plus des masses. Ça, c'est le gros reproche que je fais à Lightroom, c'est qu'il n'évolue plus, là où les autres logiciels évoluent sérieusement. Voilà pour ma réponse à ta question. Alors, question numéro 20, question de Samy. Bonjour, il y a un live sur la chaîne de Monsieur Caméra sur des objectifs anciens dans lequel David explique que tu es le spécialiste dans les optiques Leica R. Alors, je ne suis pas spécialiste dans les objectifs Leica R, hein. Je sais pas où il a été pêché ça. Je me suis renseigné sur les gammes Leica qui existaient pour comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'on va retrouver du Leica R qui est fabriqué en Allemagne, une autre au Canada, enfin des choses comme ça. Mais je suis loin d'être un spécialiste de Leica R, j'en ai pas moi-même une seule. Il dit que je suis spécialiste en objectifs Leica R, mais il en a plusieurs dans son sac, hein. Donc, je te renvoie vers lui pour les questions sur le Leica R. Ça lui fera les pieds. Nah. Alors, question de LP. Salut Steve. Question par rapport au test de matériel de ta chaîne. Maintenant que tu possèdes un G9, comptes-tu faire des tests d'objectifs micro 4 tiers? Que penses-tu du 1200 f4 de Olympus? Quel objectif micro 4 tiers utilises-tu? Utilises-tu le G9 uniquement ou fais des vidéos? Je ferai volontiers des tests de matériel micro 4 tiers parce que après ça poserait un problème de tournage puisque j'emploie mon G9 pour filmer, mais bon, ça n'empêcherait que je pourrais quand même faire au moins les tests et puis montrer l'objectif et garder le G9 pour filmer. Mais le problème après il faut les avoir et je n'ai pas de contact chez Olympus. Chez Lumix, ils ont totalement changé de politique. Donc voilà, ils ont visiblement plus envie de vendre leur matériel, hein, c'est clairement ça, du moins en Belgique, puisqu'apparemment en Belgique, là on était trois à beaucoup parler de Lumix et ils veulent plus de ça, donc voilà, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. S'ils veulent se tirer une balle dans le pied, c'est dommage, parce que le matériel est excellent et c'est vraiment dommage d'appliquer cette politique d'exclusivité, de comment se dire oui mais bon si vous employez du Lumix vous pouvez pas employer d'autres matériels parce que sinon c'est mauvais pour l'image de la chaîne, faut surtout pas dire quand il y a un truc qui est moins bien que chez les autres, etc. C'est complètement absurde et d'autant plus que le matériel est excellent, donc voilà, maintenant ils veulent appliquer ces règles là, tant pis pour eux, mais c'est vrai que du coup avoir du matériel Lumix en test ça va commencer à être difficile. Après c'est pas impossible, mais bon, si c'est pour avoir un objectif pendant 2 jours en main et me faire un test avec, ça m'intéresse pas. Après Olympus, j'ai pas de contact, mais je pourrais peut-être tester ça m'intéresserait parce qu'en plus de ça, le 1200, je l'ai dans ma ligne de mire celui-là. Parce que quand on y réfléchit bien, un 1200 en micro 4 tiers, ça fait quand même un équivalent de 24-200 f4. Alors bon, f4 sur le micro 4 tiers, c'est pas du f4 sur plein format, hein. Faut juste faire attention à ça. C'est toujours un rapport par rapport à la taille de l'objectif, mais
ça reste quand même ultra polyvalent, ça permet de faire du paysage, du portrait, tout le bazar, ça, sur une seule focale. Cet objectif-là, ouais, en effet, il me tente beaucoup, et je sais que les objectifs Olympus sont d'excellente qualité. Donc c'est un objectif que j'aimerais beaucoup tester. D'ailleurs, si quelqu'un d'Olympus voit cette vidéo, voilà. Sinon, quels sont les objectifs micro 4 tiers que j'utilise? Pour l'instant, un seul, le 12-35 f2.8 de Lumix. C'est le seul que j'utilise parce que voilà, c'est un équivalent 24-70. 24-70 pour ceux qui ne supportent pas le 70. Je fais référence à un commentaire dans une des vidéos récentes. J'ai pas besoin de plus pour la vidéo et même à la limite pour la photo pour l'instant. Je pense m'équiper du 100-400 Leica, enfin Lumix Leica, pour de la photo animalière. Et dans ce cas-là, il me manquerait que le 3500 f2.8 qui viendrait compléter. Donc j'aurais 12-35, 3500, 100-400, et à ce moment-là, je peux faire n'importe quoi avec ça. Si je venais avoir un problème avec mon Sony Alpha 7 III, je pense même que je m'équiperais bien d'un deuxième G9 plutôt que d'un autre Sony. Même si je préfère un Sony, en fait, pour le même prix, je pourrais avoir beaucoup plus. Je pourrais avoir un G9 plus un gros objectif en plus. Donc voilà. En fait, si j'avais connu le micro 4 tiers plus tôt, je pense que je ne serais pas chez Sony à l'heure actuelle pour en photo, je serais plutôt chez Lumix ou chez Olympus, peu importe, parce que c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup. Alors, question suivante, question de Jean-Pierre. Je cherche à créer un banc de reproduction avec mon trépied. Mon but est de photographier des images et photos d'ouvrages anciens. Ma question porte sur l'éclairage. Quel matériel dois-je utiliser afin d'avoir une bonne lumière et un minimum de reflets sur la photo? Alors, si tu veux faire de la reproduction, il faut que tu regardes une chose, c'est la qualité du rendu lumineux. C'est-à-dire que là, il va falloir quand même s'assurer que tu y a un éclairage qui a un bon CRI, c'est-à-dire une bonne restitution des couleurs. Ou alors de travailler sur des lumières plus anciennes, c'est-à-dire travailler avec de l'halogène par exemple. L'avantage de l'halogène ou de l'incandescence, c'est qu'on a un spectre lumineux complet. Si maintenant on travaille avec du LED, là c'est plus embêtant. C'est l'avantage de ne pas chauffer, c'est l'avantage de consommer moins, mais certains types de LED ne reproduisent pas le spectre lumineux correctement, et ça veut dire qu'il y a une détérioration au niveau des couleurs. D'ailleurs, j'espère un jour pouvoir vous parler de ça, parce que j'aimerais bien pouvoir acquérir un thermocolorimètre qui permettrait de vraiment tester les éclairages, notamment ce que personne ne fait, c'est le rendu des couleurs. Sinon, au-delà de ça, mais quand tu regardes les bandes de reproduction, généralement ce qui se passe c'est que tu as deux éclairages qui sont de part et d'autre. Il faut vraiment une lumière uniforme si tu veux le faire. Donc avoir deux éclairages de préférence assez linéaires en fait, qui sont mis de manière symétrique, de manière à ce qu'en fait les champs lumineux viennent se chevaucher et se compenser au niveau des ombres entre guillemets. J'aurais tendance à pas prendre un truc genre softbox ou des bazars du style, parce qu'ils auraient tendance à faire une espèce de voile, je pense, au niveau des éléments. Après, pour les reflets, c'est pas un problème de type de lumière, c'est un problème de position de la lumière. Un reflet, ça dépend de l'angle d'incidence de la lumière. Et donc, suivant la manière dont tu positionnes ta lumière par rapport à ton point de vue, tu auras un reflet ou pas. Par exemple, si tu as la lumière qui est à 90 voire 90 degrés de toi, tu n'auras pas de reflet qui va directement arriver dedans. Si tu as un objet qui est voilà, tu as l'objet qui est là, tu as la lumière qui arrive là, la lumière va repartir par là. Donc en fait, si par contre si tu as l'objet qui est à 45 degrés et tu as la lumière qui arrive là, ben, tu vas te reprendre la lumière dans la figure et c'est ça un reflet. Donc si tu donnes le bon angle entre la lumière, le sujet et l'appareil photo, tu n'auras pas de reflet dedans. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait pour prendre des photos de portrait pour de quelqu'un qui a des lunettes, c'est d'aller positionner en fait l'éclairage de telle sorte qu'on n'ait pas le reflet de la source lumineuse qui revienne vers l'appareil. Mais sinon pour tes éclairages, regarde surtout la qualité du rendu lumineux. T'as pas besoin d'avoir des lumières très puissantes, puisque si tu es de toute façon sur un banc de reproduction, tu peux te permettre de faire une pause d'une seconde au besoin. Donc voilà. Et au niveau de l'appareil, par contre, quelque chose de bien stable, et ça fonctionnera très bien. Dernière question de Pili. Serait-il possible d'avoir un tuto sur prendre un bouquet de fleurs coupé dans un vase posé sur une table de la salle à manger avec de la lumière venant à travers une baie? Donc par exemple, vous êtes invité et un beau bouquet se trouve sur la table, vous n'avez pas...
Ah, tu m'as posé cette question également dans les commentaires d'une vidéo. Alors, un tuto aussi précis que de prendre la photo d'un bouquet de fleurs position table, je ne ferai pas. Parce que, comme je l'ai dit dans les commentaires sous la vidéo, il y a trop de choses qui peuvent interagir entre la lumière ambiante, les couleurs qui sont utilisées, la couleur des fleurs, l'ambiance qu'on veut donner. Il y a 36 000 situations, il y a 50 000 rendus que l'on peut obtenir. Mais je pourrais quand même donner un point de repère pour le faire. S'il y a des feuilles ou bouquets de fleurs, c'est de se baser là-dessus et d'exposer les feuilles pour avoir une lecture de 0 à peu près au niveau de la mesure d'exposition. Ça devrait être un bon point de départ. Après, ça va dépendre du rendu. Des fleurs très claires avec des couleurs pâles sur une nappe blanche. Je vais pas les photographier comme ça, je vais surexposer légèrement pour donner un côté assez aérien à la photo. Après, si c'est une ambiance, si je veux capturer l'ambiance de l'environnement avec, forcément, je vais pas du tout faire la même chose. Donc je sais pas répondre, c'est un truc, il est impossible de faire un tutoriel qui va être bon à tous les coups, parce qu'il y a 50 000 manières de le faire. C'est beaucoup plus intéressant de se poser la question de savoir comment je veux rendre la photo, quel est l'élément et comment est-ce qu'il doit être exposé dans la photo, est-ce qu'il doit être clair, est-ce qu'il doit être foncé, etc. Et ensuite, c'est pas compliqué, on prend la mesure spot, on vise et on regarde sur la réglette où on va le mettre, et à ce moment-là, on prend la photo et c'est réglé. Ça, c'est beaucoup plus intéressant à faire, et du coup, ça revient en fait comme sur la vidéo où j'ai fait l'objet noir sur fond noir, c'est exactement ce principe-là. Je photographie un objet sombre sur un fond sombre, je sais que le point critique, c'est le fond, donc je vais exposer le fond pour qu'il y ait encore un tout petit peu de nuance dedans, d'autant plus que la manette était dans les mêmes tonalités. Donc j'aurais pu le faire sur la manette aussi, mais c'était plus simple de sélectionner le fond pour ça. Et donc à ce moment-là, je définis ma luminosité par rapport à ça, et comme résultat, ça fonctionne directement. C'est un petit peu cette idée-là, sauf que par exemple, si je photographie une nappe blanche avec des fleurs très claires dessus, je vais aller viser à ce moment-là la nappe blanche, je vais l'exposer pour plus 2 ou plus 3 même, si vraiment je veux que ce soit un blanc immaculé, mais là j'aurais plus aucun détail dedans, je vais l'exposer pour plus 2 et le reste sera forcément exposé en conséquence. Donc voilà, donc je peux pas être plus précis que ça, je vais pas faire un tutoriel spécifiquement là-dessus, parce que ce serait juste oblitérer 99% des cas restants, quoi. Voilà, donc c'était la dernière question. Je vous remercie d'avoir posé ces questions, ça m'a permis de faire cette vidéo et donc pour une fois de répondre aux questions que vous vous posez. J'espère que mes réponses seront donc satisfaisantes et que vous aurez donc les informations que vous m'avez demandé, pour ceux qui avaient des informations assez précises à me demander. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Mais je me doute que si vous la regardez, c'est que vous êtes déjà abonné, puisque c'est plutôt une vidéo de type communautaire. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et au groupe Facebook. Il y a également mon compte Instagram. Vous retrouvez également le compte Twitter de Déclic Numérique et maintenant mon compte Twitch. Vous retrouvez le lien, tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.